Allez, c'est parti, merci beaucoup. Pour me présenter rapidement, donc Nicolas Mercatilli, cofondateur de la plateforme Semjus, donc plateforme de netlinking. Semjus accompagne ses clients à gagner en visibilité sur Google grâce à des stratégies de liens qui sont très qualitatives et clés en main, et des stratégies de rédaction web également clés en main. Alors, je suis ambassadeur Semrush, je suis formateur Google, ambassadeur PrestaShop, et également le fondateur de WP Rank, qui est un thème SEO et un plugin d'obfuscation pour WordPress et WooCommerce. Donc ça, c'était pour la présentation. Le sommaire, première partie, donc petite intro IA et SEO. Deuxième partie, les prérequis d'une stratégie de netlinking, parce qu'il faut préparer sa stratégie en amont sur le site. La mise en place de la stratégie en troisième partie, et à la fin, donc je répondrai à toutes vos questions. Donc, l'introduction, depuis quelques années, nous assistons à une véritable révolution dans le domaine du référencement avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Cette technologie qui imite l'intelligence humaine par l'apprentissage automatique est de plus en plus utilisée, et aussi bien par les outils SEO que par les moteurs de recherche eux-mêmes. Google, comme Bing, intègrent désormais massivement l'IA dans le fonctionnement de leur algo. Cela leur permet de mieux comprendre le langage, analyser en profondeur les contenus textuels, mais aussi visuels des sites, et ainsi affiner la pertinence et la personnalisation des résultats. Aujourd'hui, il est indispensable pour tout professionnel du SEO de bien comprendre comment utiliser ces nouvelles capacités de l'IA afin d'améliorer leur stratégie de référencement. Sachant que ça change énormément. Tous les jours, on a des nouveautés. On est dans un monde qui change énormément aujourd'hui. Et avant d'attaquer le vif du sujet, il me semble pertinent de vous présenter la technologie NLP. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en fait, c'est ce qui donne aux IA une forme d'intelligence linguistique. Le NLP permet aux machines de comprendre et de générer du langage humain. C'est grâce à lui que votre assistant vocal peut avoir une conversation et que les moteurs de recherche analysent vos requêtes, ou encore que les outils de rédaction vous suggèrent des reformulations. Le NLP représente une avancée technologique majeure vers des interactions plus naturelles entre l'humain et la machine. Maintenant, nous allons voir comment optimiser au mieux les effets des liens et donc les résultats. Donc voici comment gagner du temps dans ces vérifications et ces optimisations grâce à l'IA. Donc avant de lancer la stratégie de netlinking, il faut s'assurer que la page répond bien aux besoins de la stratégie. Et ça, c'est très important. On ne peut pas lancer une stratégie sans ça. Il n'y a rien de pire que de pousser une page qui ne répond pas à l'intention de recherche ciblée. Il est donc nécessaire de procéder à un certain nombre de vérifications, d'optimisation en amont pour maximiser l'efficacité des liens que l'on va acheter, que l'on va générer. Donc, selon la maturité du site et de ses positions déjà acquises, il faut déplacer le curseur pour aller conquérir de nouvelles intentions de recherche, de longue traîne ou de plus courte traîne, à majorité transactionnelle, mais aussi informationnelle. Ceci, suivant vos objectifs marketing pour aller chercher de nouveaux prospects. Il faut penser la stratégie de netlinking dans une vision de ROI. Les intentions de recherche ou mots-clés ciblés se doivent donc d'être très précis et accompagnés du bon contenu. Il faut également contrôler régulièrement les nouveaux mots-clés associés. Première possibilité pour identifier efficacement les mots-clés sur lesquels se positionner, les outils SEO. Donc là, dans cet exemple, on a pris Semrush. Et on a pris également l'outil, s'affiche à l'écran, Keyword Magic Tool, en fait. Et on a pris une requête qui est restaurant parisien. Donc là, on peut voir ce que nous fournit Semrush. Keyword Magic Tool va également nous donner des propositions de questions associées donc au mot-clé principal. La seconde possibilité est d'utiliser la carte de chaleur CNJ. Alors, je ne sais pas si beaucoup l'ont utilisé, mais ça vous permet d'obtenir les requêtes les plus tendances. Et la troisième possibilité, celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'IA. L'IA qui arrive également à identifier des mots-clés et à nous suggérer des termes connexes et de la longue traîne, et c'est ce qui peut se révéler extrêmement intéressant pour la mise en œuvre d'un cocon sémantique, par exemple.
Quelle que soit l'IA que vous utilisez, il faut lui donner un contexte, à savoir élaborer des consignes claires et précises, et c'est tout l'art du prompt. Dans cet exemple, je demande donc la même chose à deux IA. Donc j'ai pris Claude 2. Donc Claude, très peu de personnes l'utilisent, mais elle est très très pertinente dans certains cas. Et également ChatGPT qui est plus couramment utilisé. Donc le prompt, il est très simple. Tu es un expert en référencement naturel. Dans un objectif SEO, donne-moi les termes connexes et la longue traîne associés au mot-clé restaurant parisien. Donc Claude et ChatGPT nous offrent une sémantique très riche et très variée pour les termes connexes. C'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Il nous donne aussi de la longue traîne sous forme de questions associées qui répondent à des intentions de recherche. On peut aussi essayer de comprendre les intentions de recherche derrière les mots-clés via le NLP. Cela est essentiel pour créer des contenus davantage en phase avec les attentes des utilisateurs et augmenter sa pertinence. Une même recherche peut recouvrir différentes intentions selon le contexte. Dans le cas de notre requête, restaurant parisien, Claude 2 nous donne des exemples concrets. Requête informationnelle, ça sera top 10 près de moi. Requête navigationnelle, site internet rue de Rivoli. Requête commerciale, menu de Noël, bon plan. Et la dernière, la requête transactionnelle, réserver une table, commander en ligne. Même chose ici avec ChatGPT et notre requête toujours restaurant parisien. Je demande à ChatGPT ce qu'attendent les internautes comme information. Et il me répond que les internautes cherchent à cherchent à visiter ou à réserver un restaurant et que c'est une requête qui sera automatiquement commerciale. Donc cela correspond à ce que l'on voyait tout à l'heure chez SEMrush. Sur la capture SEMrush, on avait la majorité des requêtes qui étaient indiquées en tant que commerciales. Et ChatGPT me donne ensuite des exemples d'informations attendues, donc ce qui pourrait m'orienter pour optimiser le contenu de ma page. L'IA est donc capable de nous guider et de nous conseiller sur les mots-clés, les intentions de recherche, mais aussi sur les types de contenus attendus par les internautes. Ce qui nous permet de travailler la page ciblée. Donc la page ciblée, ça peut être ou une nouvelle page qui est le plus souvent associée à une nouvelle requête, qu'il faut associer à une nouvelle requête, ou une page existante, mais qu'il faut optimiser sur une requête qui est déjà en place ou qu'on doit un peu plus travailler. Maintenant, il est temps d'auditer le contenu de la page ciblée par la stratégie de netlinking. Pour cela, nous utilisons le plugin Link Reader de ChatGPT. Alors, Link Reader, c'est un petit peu mon extension favorite, c'est celle que j'utilise le plus. Là, depuis peu, on a Bing qui a été intégré donc à ChatGPT. Bon, Bing fonctionne différemment de Linkreader, mais Linkreader permet d'analyser le contenu d'une page, permet d'effectuer des recherches sur Google, par exemple pour suivre des positions, de traduire des pages, de résumer du contenu, d'analyser des vidéos YouTube pour en extraire le contenu, de la reconnaissance OCR également. Moi, je lui ai envoyé des infographies et il a su vraiment me lire le contenu de l'infographie. Et également de lire différents formats de documents. Ouais, vous pouvez lui l'envoyer sur différents formats. Il est capable de les décrypter et de lire le contenu de ces différents documents. Donc, j'active le plugin Linkreader et je donne à ChatGPT le contexte, l'URL de la page ciblée et le mot-clé ciblé. Je lui explique qu'il y aura plusieurs analyses et que j'attends pour chacune d'elles le résultat de son analyse et ses recommandations en détaillant sa réflexion. À savoir que j'ai pris l'exemple d'un des sites qui était positionné sur la requête restaurant Paris. Voilà, j'ai pris un site au hasard. C'était un site qui était positionné sur cette requête-là, mais qui était un petit peu loin des premières positions. Donc la première analyse, est-ce que le mot-clé principal est présent de manière naturelle et répétée sur la page? ChatGPT va analyser les contenus texte, la title, la métadescription. Et il me donne ces recommandations que je vous ai soulignées en violet. Donc, au niveau donc des contenus texte, la title et la métadescription. Là,
Deuxième analyse, la recommandation des mots-clés connexes, c'est-à-dire en rapport avec le mot-clé principal, un restaurant parisien. Donc là, il est important de lui préciser que je ne demande pas des synonymes de restaurant, parce qu'au début, je lui ai demandé, j'ai donné cette première consigne et il m'a donné tous les synonymes de restaurant. Mais là, j'ai dit non, non, je veux des mots-clés associés sémantiquement au terme restaurant. Je veux de la sémantique. Et du coup, ChatGPT me propose une sémantique associée. C'est parfait par rapport à ce que je voulais. Gastronomie, étoilé Michelin, sommelier, terrasse, plat du jour, etc. Troisième analyse, est-ce que le ton est adapté à la clientèle du restaurant? Donc là, on est sur un restaurant qui est très luxueux. Donc ChatGPT, il me répond que oui, le ton donc il me dit le ton, il est élégant, il est raffiné, il est adapté à une clientèle haut de gamme et exigeante. Donc on a le ton qui est bien en rapport avec la cible que l'on veut avoir. Quatrième analyse, le contexte, le contrôle de l'orthographe et de la grammaire, avec aussi la possibilité de reformulation. Donc là, ChatGPT, je lui demande de vérifier, de vérifier l'orthographe, la grammaire et de reformuler si besoin. Et il va nous soumettre ces reformulations pour améliorer la clarté et la fluidité du texte. Donc on peut le voir à l'écran. Donc il m'a proposé des reformulations. Là, bon, dans ce cas-là, on n'avait pas de faute d'orthographe, il n'y avait pas de faute de grammaire, mais si c'était le cas, il aurait pu également nous refournir le contenu de la page optimisé et corrigé. La cinquième et dernière analyse, je lui demande de me proposer une citation personnelle pertinente qui pourrait avoir sa place sur cette page. Donc cela renforce l'EAT et cela rend le contenu plus humain. Donc ChatGPT me fournit: la gastronomie n'est pas seulement l'art de bien manger, c'est l'art de vivre une expérience, de voyager à travers les saveurs et de célébrer l'héritage d'une tradition. C'est parfait. Voilà. Ce qu'il m'a donné, c'est parfait, c'est bien tourné. J'ai une belle citation personnelle que je peux venir intégrer à la page d'accueil du site, à la page qu'on cherche à travailler actuellement. Pour auditer le contenu, on peut aussi utiliser un outil clé en main tel que SEMJ. Donc les recommandations de SEMJ vont couvrir la balise titre, la longueur du texte, les intentions de recherche, les questions, les PA, les termes associés, etc. Sur la page en l'état actuel, la page brute telle qu'elle est aujourd'hui, on est sur un score de 1%, donc on est sur une page qui est très très mal optimisée. Et là, on a utilisé SMJ et on lui a demandé d'appliquer des recommandations. On a appliqué ces recommandations derrière et on obtient un score qui est bien meilleur. On arrive à une note de 75%. À savoir que pour cet exemple, on est sur une page d'accueil. Là, pour ce site-là, c'est la page d'accueil qui est positionnée dans les SERP. Donc, c'est moins évident de travailler une page d'accueil parce que on ne peut pas mettre autant de contenu qu'on veut. Il faut quand même qu'elle soit élégante et sexy. Voilà, donc c'est un peu plus dur à travailler, mais voilà, avec SMJ, on a quand même réussi à simuler une page d'accueil qui serait retravaillée, qui serait plus pertinente et qui permettrait de mieux se positionner sur cette requête-là. Une fois le contenu audité, nous allons contrôler l'intégration technique de la page dans le site. Et là, j'utilise une autre extension de ChatGPT, c'est SEO Score AI. Donc ce plugin, il permet d'analyser donc les balises méta, la structure des titres, la densité des mots-clés, les liens internes et externes et les mots-clés en comparant avec la concurrence. J'active donc SEO Square AI, puis je donne à nouveau à ChatGPT le contexte, l'URL de la page, le mot-clé ciblé. Je lui explique qu'il y aura plusieurs analyses à nouveau et que j'attends pour chacune d'elles à savoir le résultat de son analyse, mais ses recommandations et qui me détaille sa réflexion. Première analyse, les balises méta. ChatGPT nous indique que la balise titre contient le mot-clé restaurant, mais qu'elle ne contient pas le mot-clé parisien. Donc il nous rappelle que la balise titre est un élément crucial au SEO. Puis, il nous propose comme balise titre restaurant parisien gastronomique Lasserre-Paris. C'est cohérent.
pour la métadescription, ChatGPT nous rappelle qu'elle n'affecte pas le classement, et c'est la réalité, hein, elle n'est pas là, c'est pas un plus pour le référencement, par contre, elle vient influencer le taux de clic. Donc, il nous rappelle cela, et il nous propose, découvrez le restaurant La Serre, un restaurant parisien gastronomique étoilé Michelin, à Paris 8e, dirigé par le chef Jean-Louis Nomikos, situé près des Champs-Élysées. Bon, voilà, ce qu'il m'a proposé est très cohérent, et ça ira très bien pour cette métadescription. La seconde analyse, c'est la structure des titres. Donc ChatGPT contrôle le titre H1 et les titres H2 qu'on a sur cette page. On n'a pas plus de profondeur, on n'a que des H1 et des H2 sur cette page-là. Il nous indique que les titres ne sont pas orientés sur la requête ciblée, restaurant parisien, et il n'y a pas de saut de niveau entre les HN. Il nous propose ensuite des alternatives pour les titres. Donc pour le H1, remplacer bienvenue, qui n'a aucune pertinence, mettre bienvenue sur le H1 d'une page, honnêtement, on ne peut pas faire pire, on ne cible aucune intention là-dessus, donc il a remplacé ça par restaurant La Serre, votre restaurant parisien gastronomique, c'est super, comme H1, cela reflète bien mieux le contenu de la page, tout en incluant bien sûr le mot-clé, et même type de recommandation pour les H2. Troisième et dernière analyse, la densité des mots-clés. On lui a demandé les mots-clés à utiliser, on lui a demandé de travailler la sémantique. Maintenant, on vient lui dire, voilà, maintenant, le contenu, il est fait. Maintenant, est-ce qu'on peut venir optimiser un petit peu plus cette densité-là? Donc, ChatGPT nous indique que le mot-clé restaurant est utilisé 9 fois, que cela représente 2% en termes de densité. Donc là, c'est correct. Moi, là, je prends l'exemple du texte qui n'a pas été retravaillé, du texte qui est actuellement sur la page. Donc 2% en termes de densité, et il nous recommande de ne pas forcément plus le répéter. Par contre, pour Parisien, il nous dit, attention, là, il a utilisé qu'une seule fois, et il nous invite à l'intégrer un peu plus dans les contenus. Par exemple, il nous dit, vous pourriez parler de l'histoire du restaurant en tant qu'établissement parisien emblématique, ou de la cuisine parisienne qu'il propose. Voilà. Donc, il nous indique comment on pourrait introduire le mot-clé à différents endroits sur la page. Donc pour résumer, je vous résume cette première partie qui a été donc l'optimisation du on-site, de l'existant sur le site. On a l'intégration donc des mots-clés ciblés. Après, on vient intégrer également donc la sémantique associée. On répond aux questions associées à ces mots-clés, on répond à l'intention de recherche ciblée, il faut bien que le contenu soit en rapport avec l'intention de recherche que l'on cible. On va adapter le ton, suivant la cible que l'on a, mais il faut adapter le ton. On corrige l'orthographe, la grammaire, on formule si besoin. On vient ajouter une citation personnelle pertinente. On vient optimiser la balise titre et la métadescription, mais également le H1, qui ont beaucoup de poids. On vient optimiser la structure et la pertinence des titres après également dans le contenu. Et après, on vient peaufiner la densité des mots-clés stratégiques qui sont présents sur la page. Donc, troisième partie, maintenant que la page est bien optimisée, voilà, notre page elle est super bien optimisée, nous allons pouvoir attaquer la partie off-site, la stratégie de lien. La page elle est prête, on peut maintenant venir la pousser avec du lien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite introduire rapidement les critères clés pour choisir de bons sites partenaires, des bons sites éditeurs, afin d'y placer des liens sponsorisés. Comme je le répète souvent, tous les liens n'ont pas la même valeur. Il faut donc définir des critères clés, dont là, je vous en ai listé 6, vous en avez 6 à l'écran. C'est pour moi 6 critères importants pour choisir un bon site éditeur, sachant que de notre côté, chez SEMJust, on a mis en place notre propre algo, notre propre indicateur qui est le JustFlow, qui nous permet justement de traiter en masse des gros volumes de sites éditeurs et des grosses bases de données. Donc, il est essentiel de cibler des sites de qualité pour tirer le maximum de bénéfices de chaque site. À ce jour, il n'existe aucun outil IA qui permettrait d'identifier de potentiels domaines référents pertinents. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin d'acheter des liens, il n'y a aucun outil où on va cliquer, tac, il va nous donner une liste. Non, l'IA pourrait simplement identifier les domaines référents qu'un concurrent aurait et que vous ne posséderez pas. C'est-à-dire vous allez exporter, vous prenez SEMrush ou SEO Observer ou autre, vous allez exporter la liste de backlinks d'un concurrent, vous exportez votre liste de backlinks à vous, vous envoyez ça à ChatGPT
dans le code interpréteur et il va vous sortir les domaines que vous pourriez éventuellement démarcher pour obtenir un lien. Alors que si comme nous, si comme SEMJUS, vous possédez une grosse base, un gros catalogue de sites, ben, l'IA peut traiter en masse et de manière très pertinente quels sont les sites les plus éligibles pour un site client en fonction du JUSFlow, donc notre indicateur interne, de la sémantique. Il va regarder la sémantique de votre site et la sémantique du site, des sites partenaires, de la thématique également. C'est pas parce qu'on a des mots-clés positionnés sur une thématique que le site est forcément dans cette même thématique, et également de différentes métriques SEO. Et après, il faut savoir que le choix final revient toujours à notre équipe qui valide manuellement les sites les plus pertinents pour nos clients. L'IA, elle est là pour nous dégrossir un petit peu le travail. Par contre, voilà, elle pourra pas, on lui laisse pas le choix de choisir le site. L'IA, c'est un précieux assistant qui prépare votre travail, mais c'est bien l'humain qui garde la main sur la décision finale des sites à associer. J'en viens maintenant à un aspect technique, mais néanmoins très important pour les stratégies de lien. C'est ce qu'il faut le plus regarder. Ce sont donc les variations des encres de lien. Il est primordial de varier les encres autant que possible en évitant les répétitions à l'identique. Pourquoi? Tout simplement parce que les moteurs de recherche sont capables de détecter des schémas de lien artificiels. Quand une même encre de lien est reproduite tel un copier-coller sur différents sites, honnêtement, ça sent mauvais. Donc, alors, comment bien faire varier ces encres? Plusieurs bonnes pratiques. Choisir des formulation en lien direct avec le contenu de l'article de manière naturelle et pertinente, jouer sur les synonymes, les reformulations, les expressions voisines pour éviter donc les répétitions d'une même expression, ne pas hésiter à utiliser des mots-clés secondaires, même sur le sujet principal, même si le sujet principal est différent, mais on peut aller chercher des mots-clés secondaires, mais qui seront toujours en rapport avec la sémantique, et puis placer l'encre de lien sur des mots-clés secondaire aussi en complément du focus principal. Voilà. L'objectif est d'obtenir des encres de lien différentes tout en restant cohérent. Donc l'IA nous facilite grandement la tâche une fois de plus. Il suffit d'aller sur SEMrush, je vais exporter les encres de lien de notre site, et puis je vais lui demander de nouvelles encres tout en variant les formulations, les synonymes, etc. Donc là, j'ai fait mon export sur, là je suis sur l'analyse de backlink de SEMrush, je clique sur exporter, je récupère mon fichier CSV. Après, on utilise l'outil d'analyse de ChatGPT, donc ça s'appelait code interpréteur avant. Donc j'utilise cet outil-là. Je lui formule mon besoin en lui joignant le CSV exporté depuis SEMrush. Donc les consignes, analyser la colonne encre de lien, proposer 12 encres de lien différentes associées à Restaurant Paris, et en lui demandant aussi 4 à 7 mots par encre, de jouer sur les synonymes, les expressions voisines, les mots-clés secondaires, des encres naturelles et d'intégrer des mots-clés géographiques. Le résultat est assez bon. Dîner gastronomique au cœur de Paris, saveur parisienne à la serre, expérience culinaire unique à Roselle Paris, etc. ChatGPT, il a bien tenu compte de ma demande et il a pris l'initiative d'intégrer les noms, le nom du restaurant également dans certaines encres. Maintenant que les encres de lien sont définies, nous allons définir les sujets des contenus. L'un des enjeux clés lorsque l'on rédige des articles destinés à du netlinking est de trouver des sujets pertinents qui apporteront une réelle valeur ajoutée au lecteur. Pour relever ce défi, il y a analyse en amont des millions de requêtes qui sont effectuées par les internautes. Son objectif est d'identifier des sujets pertinents et recherchés en rapport avec l'activité de notre client annonceur. L'IA nous fait aussi gagner un temps précieux, mais nous garantit que les contenus seront engageants et apportant une valeur ajoutée au lecteur.
Donc je retourne sur ChatGPT, je lui demande de me trouver des idées de sujets en rapport avec les sites du client, mais aussi avec les encres de liens proposés. Je précise que cela doit être en lien avec le secteur d'activité donc du site client, être utile pour les lecteurs, intégrer des sources et données crédibles, etc. ChatGPT répond à ma demande en me proposant les sujets des articles, la façon dont il faut tourner l'article et comment y intégrer l'encre de lien. Et là, en violet, je vous ai souligné les encres de lien qui sont correspondantes des deux côtés. Maintenant que l'on a les sujets, il ne reste plus qu'à définir les plans des articles. Donc la structure d'un article, elle est essentielle pour captiver le lecteur et l'amener naturellement jusqu'au lien sponsorisé, mais établir un plan efficace demande du temps et de l'expérience. Donc l'IA se charge d'analyser des milliers d'articles à succès pour en extraire les structures gagnantes. Grâce à ces insights, elle peut proposer au rédacteur des plans en 3 parties, une introduction accrocheuse posant le contexte et la problématique, un développement avec 2 ou 3 parties apportant des éléments de réponse, et une conclusion qui va résumer les points clés et qui va ouvrir de nouvelles perspectives. Pour générer donc le plan du site parfait qui rentre dans les moindres détails, je fais à nouveau appel donc à l'IA, mais cette fois-ci de manière différente. Je vais simuler plusieurs experts dans différents domaines en rapport avec notre sujet. Donc là, le contexte, partie 1, tu es un expert, rédige-moi le meilleur plan d'article possible. Partie 2, réalise une critique de ta proposition en la notant sur 10, propose ensuite des améliorations pour te rapprocher le plus possible de la note de 10 sur 10. Partie 3, dresse une liste d'experts pour t'aider à améliorer ton plan d'article. Partie 4, dresse une liste de questions indispensables que tu veux poser aux experts. Partie 5, les experts répondent aux questions de ChatGPT. Partie 6, demande-moi des compléments d'information dans le cas où tu aies besoin de plus de contexte. Puis je termine par, si tu as tout compris, réponds uniquement par OK. Ouais, je veux pas qu'il commence à partir sur quelque chose. Réponds-moi, t'as compris, réponds-moi uniquement par OK. Et là, le but est de pousser ChatGPT plus loin dans sa réflexion pour obtenir des résultats beaucoup plus pointus. Donc ChatGPT, il me répond OK et il me demande le sujet. Donc là, je lui donne le premier sujet. Donc je vous ai mis la capture en bas. C'est le premier sujet qui m'avait été donné juste avant. Donc les meilleures expériences gastronomiques au cœur de Paris. À partir de là, ChatGPT enchaîne les 6 étapes demandées. Donc la partie 1, il propose un plan d'article assez pertinent. Là, vous l'avez à l'écran sur la gauche. C'est cohérent. Partie 2, il évalue sa proposition en la notant 6 sur 10. Donc, il produit ça, il s'évalue, il sait que c'est pas parfait, qu'il peut mieux faire. Donc, et là, il propose ensuite des axes d'amélioration comme approfondir l'histoire gastronomique, inclure des témoignages, mettre en avant des expériences insolites, etc. Partie 3, donc c'est celle-là que j'adore, il va me définir 5 experts en capacité d'améliorer le plan de l'article. Donc il me dit, en 1, je veux un chef étoilé Michelin, en 2, je veux un historien de la gastronomie, en 3, une critique culinaire, en 4, un sommelier parisien, et en 5, un photographe culinaire. Ok, très bien, soit ChatGPT, partie 4, il vient poser donc les questions aux experts. On a toutes les questions qui sont aux experts sur la partie de gauche. Et puis, après partie 5, les experts vont répondre aux questions de ChatGPT. Donc, cela permet à ChatGPT d'obtenir, de pousser. En fait, il va s'auto-obliger à aller chercher plus d'expertise dans un domaine bien précis. Et là, ça va beaucoup plus loin que quand on est simplement, on lui fait un petit prompt, rédige-moi un contenu là-dessus. Non, là, on lui dit, on a besoin de telle thématique, on veut tel sujet, trouve-moi les experts et pousse la réflexion de chaque expert dans son domaine. Et après, on en fait une synthèse. Et ChatGPT, partie 6, il me demande des compléments d'information. J'avais dit, bon là, c'est des choses qui sont pas claires. Tu as eu tous les éléments, tu as posé les questions, les experts t'ont répondu. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'informations complémentaires? Et là, il me dit, question 1, les points à mettre en avant, je lui réponds, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le dîner gastronomique au cœur de Paris.
Et je lui dis, mais tu mentionnes également le restaurant La Serre. Deuxième question, le public, vers quel public l'article doit être orienté? Je lui dis, là, on vise comment dire, les touristes, donc tu vas l'orienter là-dessus. Et en troisième question, mes éventuelles expériences gastronomiques de mon côté, et là, bon, j'ai pas forcément quelque chose à lui dire, je lui dis, bon, non, là, j'en ai pas, tu tiens pas compte de la troisième question. Et là, hop, ça reboucle, on revient à la partie 1, il me resoumet le plan du site qui a été amélioré. Donc là, il a tenu compte de tout ce qu'on s'est dit pour améliorer son plan. Donc il a tenu compte des questions et des réponses des experts. Également de mes compléments d'information, parce qu'il fallait des infos supplémentaires. Donc il a tenu compte de mes informations supplémentaires, comme par exemple la mention du restaurant, et on le voit, je vous l'ai mis en violet. Donc, et là, partie 2, il s'auto-évalue à nouveau. Et là, il s'évalue à une note de 8 sur 10. Donc, on a déjà amélioré le plan de l'article et il s'est auto-évalué. Et là, en fait, la boucle, elle est sans cesse. C'est-à-dire, là, on peut continuer sans fin à continuer. C'est un cycle de 6 parties. Et tant qu'on lui dit pas que c'est bon, il va continuer et on va retravailler sans cesse jusqu'à ce qu'on ait un plan d'article qui nous complète, qui nous satisfasse, qui soit très bien et que l'on valide et que lui soit capable de noter à 9 sur 10 ou à 10 sur 10. Et ça, ce process va vraiment pousser ChatGPT dans ses retranchements. Il va vraiment pousser la réflexion dans chaque domaine, aller chercher l'expérience dans chaque domaine. Et après ça, vous pouvez l'utiliser après pour la rédaction. Donc, pour renforcer la crédibilité des propos, il est pertinent d'intégrer des sources et des données qui sont crédibles étayant les propos, mais trouver ces informations fiables prend du temps. On le sait aujourd'hui que pour l'EAT, pour apporter de l'expertise, il faut apporter des chiffres du concret. L'IA est capable d'analyser des millions de publications, des rapports, des études, etc., et d'en extraire les données les plus pertinentes. Donc, grâce à ces références identifiées automatiquement, nos rédacteurs peuvent étoffer après leurs articles avec de la donnée chiffrée issue d'études d'instituts reconnus, des témoignages ou avis d'experts réputés dans leur domaine, des références à des publications scientifiques ou magazines de renom, des liens vers des rapports ou analyses approfondies, et toutes ces sources démontrent le sérieux de l'expertise apportée au lecteur. Et c'est également un gage de qualité auprès des moteurs de recherche qui valorisent ces contenus parce que vous vous appuyez sur des données fiables. Et n'hésitez pas à les citer, n'hésitez pas à mettre les liens vers ces sources-là. C'est vraiment un gros plus en termes de confiance. Et pour aller chercher cette donnée, j'active le plugin Linkreader qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais aussi Ask Your PDF. Donc Ask Your PDF permet de lire et d'extraire des données depuis les PDF. Je demande ensuite à ChatGPT, pour enrichir un article de blog, trouve-moi les études au format PDF sur restaurant parisien. Et là, ChatGPT me propose plusieurs PDF. Je sélectionne le premier, qui me paraît le plus cohérent. C'est une étude de la CCI de Paris. Et ce PDF sera utilisé pour aller chercher des données chiffrées. Il me suffira simplement de demander à ChatGPT les chiffres clés à retenir de cette étude, et cela pourra être ensuite mis en avant par le rédacteur. On le mettra dans le brief, et le rédacteur en tiendra compte, et on lui mettra également le lien vers la source pour qu'il vienne linker le PDF. Nous arrivons à la dernière étape, la rédaction. Et là, il faut accepter que nous sommes dans une nouvelle ère aujourd'hui. Les rédacteurs sont devenus hybrides. Alors, les rédacteurs qui se voilent la face, c'est fini pour eux. Aujourd'hui, il faut absolument céder de l'IA. L'IA ne peut pas remplacer un rédacteur. Clairement, l'IA ne peut pas remplacer un rédacteur. C'est pas possible. Mais un rédacteur peut céder de l'IA pour gagner en productivité, tout en garantissant des contenus parfaitement rédigés, qualitatifs, engageants pour les lecteurs. Et cette alliance, humain-machine, c'est l'avenir du métier de rédacteur aujourd'hui, de rédacteur et rédactrice web, bien sûr. Et là se pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez le poisson ou la canne à pêche? SEMJ, par exemple, va vous proposer la canne à pêche au travers de son outil sur lequel vous allez pouvoir rédiger, travailler, etc., vos optimisations. Et SEMJus, nous, on est plutôt là pour vous donner le poisson. C'est-à-dire, vous venez nous voir, nous, les process, on les a en interne, on a tout le monde qui qualifie là-dessus, et on va s'occuper de tout de A à Z et vous proposer la rédaction
directement en fonction de ce qu'on a vu maintenant. Rapide présentation de l'outil Atomic Content de SEMrush qui permet de générer du contenu en fonction du mot-clé choisi. Donc c'est une version bêta, mais voilà, aujourd'hui, sur un outil comme ça, le rôle du rédacteur sera différent aujourd'hui. Il va contrôler les différentes informations, il va contrôler la hiérarchie et l'organisation des infos, il va ajouter des informations donc inédites, il va peaufiner le ton utilisé, etc. Et cela permet de faire gagner un temps incroyable au rédacteur, mais attention, attention, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes encore qui vont utiliser le texte brut de l'IA, qui vont faire un prompt à la va-vite, récupérer le contenu, ça paraît sympa, je le publie. Non, non, ça vient pas ranquer. Vous devez absolument avoir un contenu qui vient être retravaillé, peaufiné par l'humain, si vous voulez que votre page puisse rester positionnée dans le temps. Une autre étape où il est possible de s'aider de l'IA, c'est le choix des médias. Les images et vidéos ajoutent indéniablement de l'engagement aux articles. Clairement, on voit que Google, il aime bien quand il y a du contenu, que ce soit des images ou des vidéos dans les articles. Une vidéo va toujours amener un temps de lecture plus important parce qu'on a un article qui est complet, on a une vidéo qui est dedans, mais si la vidéo est lue dans l'article, la personne va rester plus longtemps sur l'article et c'est un bon signal. Mais trouver les visuels parfaitement adaptés à chaque contenu, ça demande beaucoup de recherche. Et l'IA, donc, elle peut nous accompagner aussi sur ça, sur le choix des médias. Donc, trouver des images libres de droit, générer nos propres images. Donc là, je ne sais pas si vous avez testé, mais depuis peu, on a DALL-E 3 qui est intégré à ChatGPT et c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec la version 2 que l'on avait. Là, aujourd'hui, on est capable de générer des images très qualitatives, d'intégrer du texte dans des images. C'est vraiment très propre. Là, maintenant, pour faire un logo, pour faire un visuel, pour jouer sur... Voilà, c'est vraiment... On est vraiment à un level supérieur. On peut également créer des légendes explicatives pour les images. Donc, on a une image, on veut créer une légende pour la mettre sur la page. Là, pareil, on a la nouvelle fonction de ChatGPT qui est sortie également il y a peu, qui permet d'importer aujourd'hui. J'importe une image à ChatGPT et je lui demande d'écrire cette image. Pareil pour les balises alt. J'importe mon image ou j'utilise ça différemment, mais je peux lui dire, voilà, voici mon image, donne-moi la balise alt qui décrit au mieux ce que représente mon image. Et ChatGPT est vraiment capable de comprendre ce qui se passe sur les images. En ça, je voulais vous le mettre en plus, faire une section vraiment là-dessus. Mais voilà, là, il est 14h10, il me reste 10 minutes pour les questions. C'était pas possible de rentrer ça en plus dans ma présentation, mais il y a un énorme potentiel autour maintenant des images grâce à ChatGPT. Et puis aussi, ChatGPT, il peut aussi identifier des vidéos courtes qui soient en lien avec le sujet traité. Et pour en finir, la dernière étape, c'est la publication donc des articles sur les sites identifiés. On a super bien bossé, maintenant il ne reste plus qu'à publier donc sur les sites qu'on a identifiés en amont et on va respecter les dates définies par la stratégie. Et pour résumer, pareil, je vous ai fait un résumé pour cette partie-là également. Toutes les recommandations à appliquer par l'IA, le choix des bons sites, définir les bonnes encres de liens, définir les sujets des articles sponsorisés, définir le plan de chaque article, identifier des données chiffrées, des études pour venir renforcer le AT de vos propos, rédiger le contenu des articles en mode hybride, choix des médias, et publier sur les sites en sélectionnant, qui sont sélectionnés, qui ont été sélectionnés en amont. C'est ce que vous pouvez appliquer de votre côté pour professionnaliser vos process, avoir des process beaucoup plus qualitatifs sur vos stratégies de lien. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas le temps ou si vous voulez bénéficier de notre expertise, vous pouvez venir me voir, moi ou mon équipe, chez SEMrush. On se fera un plaisir de vous accompagner là-dessus. Merci beaucoup à tous. Et puis maintenant, je vais répondre à vos questions. Et boire un coup par la même occasion. Alors, je vais reprendre vos questions. J'ai beaucoup de questions. J'en ai une vingtaine. On a, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, je vais la lire
C'est Elam, y a-t-il une partie de ce travail avec ChatGPT que l'on peut faire sur la version gratuite? Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de bots qui apparaissent sur celle-ci. Euh, la version gratuite, honnêtement, elle va être très limitée. Vous n'avez pas accès à l'outil d'analyse, vous n'avez pas accès à DALI 3, vous n'avez pas accès à ChatGPT 4, vous n'avez pas accès à l'import des images, vous n'avez pas accès à le nouveau connecteur Bing. Donc honnêtement, ChatGPT 3.5, c'est ce qu'il y avait il y a un an. Donc, si vous voulez vivre avec votre ère, avec ce qu'on vit aujourd'hui, ça vaut 20 euros. Je veux dire, l'entreprise, le professionnel qui est pas capable de payer 20 euros aujourd'hui pour avoir accès à ChatGPT, c'est incroyable, c'est pas possible. ChatGPT, si ça valait 500 euros aujourd'hui par mois, je le paierais 500 euros tellement que ça m'apporte énormément de choses dans mes process. Donc aujourd'hui, non, vraiment, passer le cap d'aller sur la version payante, ça va vous offrir beaucoup plus de possibilités, de l'accès aux plugins. Vous avez énormément de plugins. Vous avez le plugin Canva. Maintenant, vous avez carrément, vous pouvez directement dans ChatGPT générer des visuels à partir du plugin Canva. C'est énorme. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de les filtrer par nombre de votes. Ça s'actualise. J'ai également un message ici. Euh, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai terminé de répondre. Je vais prendre la deuxième qui a le plus de votes, celle-ci, celle de Bilal. Bilal crée du contenu à l'aide de ChatGPT. Posera-t-il un problème de copyright? Alors, non, il n'y a pas forcément un problème de copyright. Et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est une aide. Ce qu'il faut comprendre, Bilal, c'est que le ChatGPT est là pour vous aider à gagner du temps. La rédaction, elle est hybride. Faire générer du contenu en masse à ChatGPT, le mettre sur un site et espérer que ça se positionne, ça va marcher un temps et je l'ai fait. J'ai fait pas mal de tests où j'ai fait des sites en full IA et honnêtement, c'est monté, ça a tenu 6 mois et ça s'est écroulé. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent comment dire, de détecter si un contenu a été généré avec IA ou pas. Et ben, Google, Bing, tous les moteurs de recherche sont capables de le voir aussi en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est évident d'arriver à le détecter. Il faut absolument les retravailler avec un rédacteur. J'ai Axel, bon, c'est un petit peu la même question. Axel, c'est pareil. Alors, Google a dit clairement qu'il ne pénalisait pas l'IA. Il pénalise. On peut avoir un contenu humain qui sera plus mauvais que l'IA. Mais l'IA, pareil, l'IA, on va le travailler et l'optimiser. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut en retenir aujourd'hui. Voilà, la rédaction, elle est hybride, humain plus IA. Alors, Chloé qui me dit, sachant que les connaissances de ChatGPT 4 sont arrêtées, hop, ça bouge à l'écran, sont arrêtées à janvier 2022, ne peut-on pas craindre un retard sur la pertinence des liens suggérés dans une stratégie de netlinking fin 2023? Non, effectivement, c'est le problème qu'on avait il y a à peu près un mois, mais maintenant, sur ChatGPT, la version payante, vous avez accès maintenant au navigateur, à naviguer à travers de Bing et vous avez comment dire, vous avez la data en live. C'est-à-dire, ChatGPT, aujourd'hui, grâce au connecteur Bing, il va chercher les infos en live. Donc, on n'a plus ce problème de ChatGPT qui était caduque, qui était obsolète à 2021-2022. Aujourd'hui, grâce à la version payante et au connecteur Bing, on peut aller chercher de la data. On a aussi Linkreader qui permet aussi, on lui met une URL, il peut aller chercher aussi de l'information dans les SERP ou sur un site, etc. Donc, on n'a plus ce problème-là. Mais il faut passer par la version payante. Et à un moment, on s'est retrouvé pendant à peu près 2 mois, c'est le blackout. J'avais plein de process avec le plugin Linkreader, j'utilisais beaucoup ce plugin-là, et là, du jour au lendemain, ce plugin a disparu du catalogue de plugins de ChatGPT, donc c'était un peu la cata, il n'y avait pas d'autres plugins équivalents, et c'est là que je suis passé sur Claude. Claude,
l'IA Cloud, donc si vous voulez l'utiliser, bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle est, c'est que pour les pays qui sont anglophones, donc il y a des possibilités de l'utiliser, on peut contourner cela, mais Claude est capable aujourd'hui est capable de donner de l'information en temps réel, alors que ChatGPT n'était pas capable. Donc tout ce que j'avais besoin ou avoir, il me fallait une data qui soit assez fraîche, etc. J'allais sur Claude et pas sur ChatGPT. Euh, alors, très bonne question de Noman. Concernant l'EAT, vous avez parlé de données chiffrées. On nous dit toujours qu'il ne faut pas se fier à ChatGPT concernant les données. Comment peut-on être sûr que les données seront fiables? L'IA peut-elle halluciner de fausses études? Alors justement, moi ce que je vous ai montré, c'est qu'on va s'appuyer sur des fichiers, sur des PDF de comment dire d'organisations, d'associations, d'entreprises de renom qui vont nous donner de la data qui est fiable. Et ChatGPT, il va pas inventer quelque chose, il va aller lire le document. On peut lui envoyer un PDF de 500 pages. En quelques secondes, il va nous synthétiser ce PDF de 500 pages et on peut lui demander ouais, qu'est-ce qu'il faut en retenir et quels sont les chiffres clés importants. Et on va récupérer ce résumé-là, on va récupérer les chiffres clés importants, on va les mettre dans notre rédaction et on va faire un lien vers ce PDF-là. Ceux qui vont douter sur les chiffres, ils auront, et même Google, ils auront le lien vers cette data-là. Euh, Alors, comment peut-on installer le plugin Linkreader? Ben, il suffit d'aller dans ChatGPT 4 version payante. Vous activez dans les paramètres les plugins et vous allez pouvoir après installer les plugins. C'est vraiment très simple. Simon qui nous dit, j'ai beaucoup de mal à trouver une plateforme de linking vendant des liens sur des URL déjà positionnés. En général, les plateformes sont peu fournies. Connaissez-vous des plateformes bien fournies? Ben, on avait une plateforme qui était spécialisée là-dessus, c'est Next Level, mais ils sont en liquidation judiciaire et du coup la plateforme n'est plus en ligne et n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'acteur qui s'est manifesté là-dessus. Après, attention, non, non, c'était Simon Jacqueline, pardon. Simon, c'est sûrement le nom, non, Jacqueline. Attention, on ne peut pas baser une stratégie de référencement uniquement sur les liens positionnés. Ce n'est pas naturel. Google voit en cache tout ce qui est tout ce qui est en cache sur le web, de voir qu'on reçoit que des liens avec des articles qui ont été complétés avec un lien présent en bas de chaque article qui était rajouté. On peut pas, voilà, on peut en mettre dans une stratégie, mais non. Alors nous, on peut le faire de notre côté, c'est-à-dire donc si on a des éditeurs qui acceptent de prendre des liens dans des articles existants. On peut regarder un petit peu ce qu'ils ont de positionné, mais ne basez pas une stratégie uniquement là-dessus. Les liens positionnés, c'est très bien, mais ça doit être mixé au travers de nouveaux articles qui sont plus naturels en fait. Alors, la variation des encres de lien s'applique à partir d'un certain nombre de backlinks ou avoir 10 encres identiques pour 10 backlinks n'est pas si grave. Alors, la variation d'encre de lien applique à partir d'un certain nombre de backlinks ou avoir 10 encres de lien identiques sur 10 backlinks n'est pas si grave. Non, en fait, c'est vraiment une pondération qu'il faut avoir. Alors, en résumé, ce que je préconise, c'est 50% d'encre de lien de type nom de domaine et URL. 30% d'encre qui seront élargies, donc ce que j'ai demandé tout à l'heure à ChatGPT, des encres entre 4 à 7 mots, pour que ce soit assez large. On peut avoir 10% d'encre exacte, vraiment, où là, je vais mettre mon encre exacte pour vraiment avoir plus d'impact. Et cette encre-là, je vais essayer de la mettre sur un site qui a pas mal d'autorité, qui a plus de poids. C'est là où je vais chercher quand même d'avoir un peu plus de jus avec cette encre-là. Et après, des encres neutres qui seront voilà, pour un petit peu mixer l'ensemble. Mais attends, voilà, on essaie d'avoir 50% d'encre naturelle. Quand on parle d'un site, quand on fait un lien vers un site, on va souvent mettre ou son nom de marque ou l'URL vers le site. Nicolas, et on a le temps pour une toute dernière question. Allez, je regarde. Alors, lorsque l'on a un site en bonne santé technique et que des contenus qualitatifs pertinents optimisés SEO et EAT,
Le netlinking est-il le dernier recours pour viser des positions supplémentaires? Alors, c'est pas le dernier recours. Le netlinking, en fait, c'est ce qui vient en dernier. C'est-à-dire, en premier, si on reprend les piliers du SEO, on a le site, la structure du site, on a le thème qui est utilisé, comment c'est maillé, etc. Après, on a le deuxième pilier qui est lié le contenu. Donc, c'est ce qu'on a vu dans ma présentation. Ben, les mots-clés, la sémantique, etc. On essaie d'avoir des pages qui soient bien optimisées. Et après, le lien, c'est ce qui vient pousser l'ensemble. Si on a une mauvaise structure et des contenus qui sont pas du tout pertinents, qui sont pas là pour aider, ben, automatiquement, on n'aura pas de résultats. C'est pour ça que ma présentation aujourd'hui, j'ai dû parler de l'avant-stratégie netlinking. On ne peut pas parler que du lien. Non, il y a une préparation à faire en amont. On prépare le terrain en amont et après, on fait du lien. Mais le lien, il faut se dire que c'est la base de l'algo de Google. Tout repose sur le PageRank. Donc aujourd'hui, l'algo se base sur les liens que l'on reçoit. Mais les liens ne font pas tout. Le lien, il est là, il vient, c'est un effet multiplicateur, c'est vraiment un effet boost. C'est l'engrais que l'on met dans ces plantes-là pour que ça pousse plus vite. Voilà. Le lien va vous aider à aller plus vite, à gagner des positions beaucoup plus rapidement. Un grand merci, Nicolas, pour cette conférence qui était passionnante. J'ai vu dans le chat, j'ai vu dans les questions que tout le monde s'est régalé avec ta conférence. Ouais, je vois, j'ai beaucoup de questions encore. J'ai beaucoup de questions encore. Ouais. Mais Ouais. bon, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir me voir si vous avez des questions, si vous voulez rediscuter de tout ça. N'hésitez pas à venir me voir par rapport à tout ça. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à demander effectivement à Nicolas. Dans 6 minutes, il y aura la prochaine conférence, les 5 étapes clés pour réussir votre stratégie SEO globale. Donc, on va parler monde, on va vraiment parler de s'étendre à l'international. Et pour ça, vous aurez Thomas Franchin en speaker et j'ai Corentin Mirande, qui est Country Manager Canada CMJ. Non, il est Head of International chez CMJ. Il y a une petite coquille en fait sur la slide. Il bosse sur l'international en fait, Corentin. Et puis, n'oubliez pas en fait l'offre spéciale. Donc, vous avez le lien ici. Vous pouvez découvrir les dernières nouveautés CMJ, bénéficier d'un workspace supplémentaire offert. Il y a de belles choses dans la plateforme qui viennent d'arriver. Nicolas vous a montré un petit peu Atomic Content. Donc, je vous recommande fortement d'aller regarder un petit peu nos offres spéciales. Et il me reste à te remercier vivement, Nicolas, parce que ta conférence, elle a été quali. Elle était ultra quali. Moi, je me suis régalé de ce que j'adore le netlinking. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, cette présentation également. J'ai beaucoup travaillé dessus. C'était un réel plaisir de parler de tout ça. Ouais, t'en as vraiment infiniment bien parlé. J'ai vu que tout le monde s'est régalé. J'espère que tout le monde se régalera autant sur les conférences suivantes. Et voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une très, très, très bonne journée et un très, très bon SEO Square. Au revoir, merci. Au revoir.